votre nouveau mandat, êtes-vous aujourd'hui un président satisfait ou vous vous dites je pourrais mieux faire? Bien, je voudrais d'abord profiter, bien sûr, c'est une très grande occasion pour, à l'occasion surtout du 52e anniversaire de la souveraineté internationale de notre pays, souhaiter une meilleure et bonne année à tout le peuple tchadien. Surtout souhaiter à ce pays, à notre beau pays, la paix et la stabilité, conditions essentielles, je crois que pour le développement, pour toute action humaine. Vous l'avez dit, nous avons vécu le 8 août. Nous vivrons le 11 août, donc dans quelques heures. Ce sont deux événements importants, successifs, qui arrivent heureusement au même moment. Il me paraît très difficile, et d'ailleurs c'est tout naturel pour toute personne en fait, disons, de se juger soi-même en fait. Dans mon cas, j'ai souhaité souvent et j'ai souhaité toujours laisser le jugement aux Tchadiens de le faire. Je ne suis qu'au début de mon mandat. Il me reste encore 4 ans donc. Je dirais satisfait ou non satisfait quand j'aurai terminé mon mandat pendant les 5 années. Si Dieu le veut, bien sûr. Pour le moment, je ne me plains pas par rapport à tout ce que j'ai promis au peuple tchadien, tout au moins par rapport aux ambitions que j'ai nourries pour ce pays. Je n'ai pas du tout à me plaindre, puisque c'est un début. Je ne dirais pas que j'ai réussi, je ne dirais pas que je n'ai pas réussi. Le temps viendra où les Tchadiens feront eux-mêmes, en fait, disons, le résultat de mon bilan, mais diront clairement, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je n'ai pas fait. Le Tchad indépendant à 52 ans, en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire, l'on est arrivé à la conclusion que le pays a accusé un retard, notamment à cause des guerres à répétition qu'il a connues. Depuis 3 ans pratiquement, le pays connaît une paix plus que relative et vous en êtes le principal artisan. Le pays vient de boucler à la satisfaction générale la série d'élections avec le communal. N'est-ce pas l'accord du 13 août est pour quelque chose dans cette stabilité actuelle? Oui, je crois que vous voyez qu'il pleut, hein, c'est un très très bon signe. Je crois que c'est la bénédiction de la nature de Dieu qui tape sur la tête du Tchad en fait disant. Donc je disais que l'accord de 13 août a été pour beaucoup en fait disons, je dirais une des réussites je crois fondamentales de toutes les actions que les hommes politiques du Tchad ont entreprises depuis 1960. Il y a eu des rencontres, des réunions, des guerres, des déchirures, des accords multiples. Mais la différence, je pense que l'accord du 13 août, c'est une feuille de route
qui a été tracé par l'ensemble de la classe politique et qui a eu une adhésion totale de la société civile, une adhésion totale de la communauté internationale, une adhésion bien sûr le plus important des Tchadiens et des Tchadiennes dans leur ensemble, de l'intérieur ou de l'extérieur. Une mise en œuvre méticuleuse de cet accord avec sous l'œil, bien sûr, vigilant de l'ensemble des acteurs politiques ou acteurs sociaux ou partenaires en fait, a été un élément essentiel pour, en partie, je dirais, sinon en partie, la paix que nous soufflons depuis pratiquement 2007. La paix sociale. Et ça a été aussi un élément, je pense, que de la concorde nationale, de retrouvailles, au moins une fois depuis l'indépendance, les Tchadiens, les acteurs ont abandonné dans une grande majorité l'option de la violence et ont opté à l'option du dialogue. Donc ça a été une réussite et les résultats sont là parce que tout le monde, des vous particuliers, journalistes, vous avez, je pense que été un des acteurs vigilants de mise en œuvre de l'application de cet accord et de ses résultats. Je crois que c'est un exemple qui peut servir à d'autres pays en Afrique ou ailleurs qui sont encore en mal de la stabilité, la paix, du nom de la paix. Et donc, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'accord du 13 a pris fin avec les élections que nous avions organisées. Justement, Monsieur le Président, cet accord avec le communal est désormais caduc. En lieu et place, qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que garant de cet accord, pour maintenir le dialogue? J'avais proposé en son temps, avant, je pense même quelques mois avant les élections locales, j'avais proposé aux acteurs politiques de réfléchir et d'imaginer un cadre, un nouveau cadre qui prendrait tout de suite le relais de l'accord de 13. Quand l'accord de 13 viendra. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas ces acteurs. Les acteurs politiques sont en train de travailler. Nous les attendons. Il semble qu'ils ont quelques difficultés. Je pense que personne n'est venu encore vers nous. J'espère qu'ils vont dépasser ces difficultés et présenteront un cadre nouveau qui permettra à notre pays de continuer, au peuple tchadien de continuer, et de faire en sorte que c'est ce que nous avions réalisé pendant, je pense, les 5 dernières années, ou les 4 dernières années, ou les 3 dernières années, dépasse de très loin, je pense que l'entendement, en termes de réalisation socio-économique dans le pays, en termes de projets concrets, en fait, disons, pour le combat contre la pauvreté dans notre pays, dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Donc, un accord, ou je dirais un cadre de dialogue permanent des acteurs politiques,
avec les acteurs sociaux. C'est un des éléments essentiels. Je milite pour cela et je pense et je le souhaite que ceux qui en ont la charge travailleront et mettront un jour le plus tôt possible dans ce cadre-là pour permettre à notre pays de continuer dans sa lancée. Oui, Lauro. Monsieur le Président, l'accord 13 2007 a été signé entre les acteurs politiques. Mais globalement, ce qui se dégage, c'est que les membres de la société civile ont été oubliés. Est-ce que dans le futur cadre que vous êtes en train d'annoncer ou bien qui se met en place, est-ce qu'il est possible d'impliquer la société civile pour que ce soit tous les acteurs qui soient représentés au sein de ce futur accord? Je crois que, vous savez, c'est un processus. Un processus où au départ tout le monde estimait que c'est l'action des hommes politiques, en fait, disons des acteurs politiques. Ce n'est pas le problème, c'est un problème ça ne concerne pas la société civile ou des idées du genre, et la société civile veut prendre notre place, en fait, disons, jouer le rôle des autres partis politiques ou autres. Je pense que c'est un problème d'incompréhension et aussi, je dirais, c'est une toute chose à un départ. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur un modèle différent, sur un modèle qui puisse mettre aussi la société civile dans ce dialogue national, dans ce dialogue continu national, que la société civile soit partie prenante. À quel niveau, comment, il appartient maintenant à ceux qui ont la charge de nous dessiner. Voilà donc, pour moi, je dirais que nous n'avons pas eu tort dans le premier accord de faire comme nous l'avons fait. Il faut reconnaître aussi que la société civile, même si elle n'est pas partie prenante, la société civile, elle nous a rejoints, elle a appuyé cet accord, elle a participé aux élections, à toutes les élections, à la sensibilisation, je dirais même à la vulgarisation de cet accord-là sur l'ensemble du pays. La société civile a joué un rôle. Donc j'estime que c'est ce que nous avions déjà, le constat que nous avions fait. Maintenant, dans quelle mesure, à quel niveau, comment il faut faire associer la société civile pour qu'elle joue un rôle. Elle est née pour jouer un rôle, pour qu'elle joue son rôle en phase avec le politique. Monsieur le Président, la paix est retrouvée, le défi c'est le développement, particulièrement du monde rural que vous avez annoncé lors de votre investiture et pour lequel vous avez beaucoup investi. Est-ce que tous les projets initiés dans ce sens sont en train d'être exécutés tels que vous l'avez souhaité ou faudrait-il un recadrage? Je crois que, vous savez, le programme que j'ai rendu public, c'est un programme qui a quand même un visage très simple et aussi un programme qui a un âge aussi. Ce programme que j'ai rendu public, il y a des choses que j'ai, en son temps, bien sûr, qu'il était possible de faire à court terme, des choses à moyen terme et des choses à long terme. Il va de soi que tout ce que j'avais donc promis est un devoir, en fait, disons, pour moi, de tenir mes engagements, comme je l'ai dit. Je n'ai pas d'inquiétude, personnellement, dans la réalisation des engagements que j'ai pris solennellement, en plein jour, sans contrainte, bien sûr. Le problème, il faut savoir que le chantier est vaste.
Ce chantier touche l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Tout, je dis bien tout. Et tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Nous allons bien sûr cadrer l'ensemble de nos actions par rapport aux ressources que dispose notre pays. Aux ressources qui sont connues de tout le monde. On parle beaucoup des ressources de revenus pétroliers, machin, des ressources hors pétrole et tout. En tout cas, il n'y a rien de secret pour personne. Ça passe par l'Assemblée nationale. Ces ressources-là sont votées. Et dans la gestion de ces ressources, il y a des mécanismes, des institutions qui sont mises en place, des mécanismes qui sont mis en place pour que chaque Tchadien qui s'intéresse si de près, comment ces ressources-là sont gérées. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas, je pense que de difficultés majeures pour ça. Donc, en un an, j'estime que nous avions fait le cadrage et c'est ce que nous devions faire. Nous avons commencé certains de nos projets majeurs. Nous lancerons très bientôt d'autres projets majeurs et nous tiendrons en fin de compte nos engagements vis-à-vis. Alors, une question en rapport à... Monsieur le Président, votre mandat vous allez consacrer 3 ans dans le mandat. Et la preuve est là, c'est que vous avez mis à la disposition des Tchadiens qui sont en train d'être utilisés. Mais aujourd'hui, il y a une inquiétude qui s'exprime au milieu du monde paysan. C'est la gestion de ceux qui sont en possession de ces engins pour les mettre à la disposition des paysans. Alors, à ce niveau, est-ce que vous avez mis en place un mécanisme de suivi qui puisse vous assurer que les actions que vous menez sont conduites dans les bonnes conditions? Vous savez, c'est un projet gigantesque que nous avions lancé, c'est-à-dire la mécanisation de l'agriculture dans notre pays. Ça ne s'arrêterait pas au tracteur. Demain, nous allons acheter d'autres matériels appropriés qui sont permettent, qui seront encore plus performants, en fait, disons, ou plus productifs que les tracteurs. Si le pays peut en avoir je l'espère que nous aurons suffisamment de ressources pour cela. Donc, les tracteurs, c'est un début. Nous partons d'une agriculture, en fait, disons, qui est connue, traditionnelle, qui nourrit à peine, en fait, disons, la famille même, en termes de production. Je dirais à peine, peut-être même pas. Je ne dirais même pas la famille productrice, en fait, disons, qui produit. Et donc, nous tournons vers une agriculture de production de quantité et de qualité, permettant au pays de se mettre à l'abri de la sécurité, de l'insécurité alimentaire. Voilà, donc, la philosophie est là. Comment il faut s'organiser pour arriver à... Quels sont nos moyens et quelles sont nos chances de parvenir à des résultats. Les moyens sont là. Ce sont les hommes et des femmes formés et que nous continuons à former. Ce sont les hommes et les femmes qui vivent, qui produisent, qui ont produit jusqu'à aujourd'hui, sans aucune assistance, tout au moins pas une très, très grande assistance. Paysans, agriculteurs et l'État. Et donc aussi, ce sont les moyens que l'État a mis en place et l'organisation que le gouvernement mettra en place pour faire en sorte que ces tracteurs-là ont coûté très cher à l'État.
produisent l'effet que nous recherchons. Pour les premières années, l'État va continuer à appuyer les agriculteurs. Je vous donne un chiffre simplement. Rien que pour le labour, en fait, disons, les tracteurs qu'on a affectés, qui ont été distribués maintenant, a coûté au trésor public 5 milliards de francs CFA. Entre le carburant, les huiles, les tractoristes, la prise en charge totale par l'État. Maintenant, au niveau de notre producteur, c'est ce que nous avions constaté, et qu'il faut rapidement maintenant agir, le gouvernement doit agir. C'est une organisation, en fait, locale. Il faut organiser localement les paysans, les producteurs, en groupement solide, avec une formation solide. Et dans les 2-3 années à venir, leur passer la main. Donc, il faudra que le groupement, avec leurs moyens de production que l'État met à leur disposition, puisse être en mesure de produire avec l'encadrement des ingénieurs, et des conducteurs de travaux, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. En un mot, les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui continueront à encadrer. Et nous avons aussi, dans le domaine de recherche, à investir ce que nous avions fait dans le domaine de recherche. L'ITRAD, je ne sais pas si vous savez ce que l'ITRAD a donné comme résultat. Nous ne pouvons pas développer une agriculture sans la recherche. C'est sur cette base-là que nous avons lancé à grands frais l'ITRAD. L'ITRAD produit des semences qui sont des semences, en fait, disons, améliorées. Plus de production et qui donnent des résultats assez importants. Par hectare, par hectare de ces semences, cette année, nous avons le résultat de notre propre institution de recherche, une semence en fait du riz, et qui dépasse de très loin une meilleure qualité du riz, comment on appelle le vietnamien, de très loin. Ça, c'est l'œuvre de vos chercheurs, en fait, disons, à l'ITRAD ici. Et c'est ces semences-là qu'on a distribuées sur l'ensemble du territoire, dans la partie du pays où on peut, je dis bien, espérer avoir une récolte. Nous avons donc distribué à temps ces semences-là à tous les producteurs. Au même moment, et très tôt, comme nous l'avons fait, nous avons distribué aussi tout ce qui est engrais aux producteurs. Gratuitement. L'encadrement est gratuit. Il faut savoir aussi qu'en 4 ans, nous avons investi 60 milliards. Écoutez bien, 60 milliards pour aménager des périmètres irrigués sur l'ensemble des régions du Tchad. Pour propres ressources du Tchad, 60 milliards. Des travaux continuent. Dans son temps, nous visions, quand nous avons lancé ce projet, 100 000 hectares qu'il fallait faire, une première étape, avant d'entamer une autre étape. Les 100 000 hectares, nous les arriverons peut-être vers fin 2014. Nous arriverons à 100 000 hectares aménagés, équipés, sur le fleuve, sur le lac, sur les eaux souterraines, partout où c'est possible.
près de 1000 hectares, 1000 tracteurs plutôt, sont déjà distribués. Quelques 9000 hectares sont déjà labourés, mais notre agriculture reste tributaire de la pluie. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens pour qu'on ne dépende plus de la pluie? Quand je parle de l'aménagement des périmètres, j'ai bien dit des périmètres irrigués. Je n'ai pas dit que des périmètres de la pluie, qu'on appelle des pluies, en fait, des périmètres irrigués. Ça veut dire tout simplement que c'est pour produire, ce n'est pas être dépendant totalement des pluies. Des pluies que nous aménageons 100 000 hectares. Tout au long des fleuves, autour de nos lacs. Et nous allons continuer quand nous arriverons au terme de ces 100 000 hectares. Nous allons encore programmer. Donc, au total, c'est un programme vaste, piloté par le PNSA. Mais le PNSA, c'est un organisme géré par le ministère de l'Agriculture, avec des ressources nationales seulement, essentiellement. Jusqu'aujourd'hui, le PNSA n'a pas eu un seul sou d'appui de l'extérieur, avec le budget de l'eau. Nous avons lancé le projet d'aménagement des périmètres irrigués. La recherche agronomique, il y a le résultat. Les équipements, les premiers au moins nous les avons, les tracteurs. Il y a d'autres commandes qui sont lancées, ce n'est pas terminé, il faut aller atteindre le plus rapidement possible 5000 tracteurs qu'il faut distribuer pour dire peut-être qu'il faut un peu arrêter pour formation, n'est-ce pas? Et il faut créer aussi, nous avons estimé nécessaire de créer une école de formation tractoriste. À l'intérieur, en l'enceinte même de l'usine qui monte le tracteur. Donc, la première, je pense que, je dirais, le premier élément important pour la vie d'un homme, c'est vraiment c'est la nourriture. C'est de ne pas avoir faim, avoir au moins assuré 2 résultats, 3 résultats. Ça, c'est un objectif majeur et nous devrions l'atteindre avec les ressources que nous avons. Il n'y a pas de raison que d'ici 3 ans, 4 ans, que nous ne pouvions pas atteindre ces objectifs-là. Il n'y a pas de raison que d'ici 4 ans, 5 ans, que nous disions qu'il n'y a pas eu de pluie, donc il y a une pénurie, qu'on appelle de pénurie de céréales, pénurie de ceci ou cela. Et il y a la famine et autres. Donc, on va mettre en valeur, nous continuerons, les lacs, les fleuves qui sont là, et les eaux, là où on peut mettre ailleurs. Vous avez dans plusieurs de vos régions où il n'y a pas de lac, il n'y a pas de l'eau. Mais il y a de l'eau. Et il y a des possibilités de produire aussi. Donc, c'est un vaste programme que nous allons lancer. Et réellement, nous allons nous mettre à la... Il y a évidemment un problème. Il faut que les Tchadiens comprennent. Et surtout, c'est au niveau des cadres qui est important. Ils comprennent que rien ne tombe seul du ciel. Tout s'obtient par le travail et par la sueur. Par le travail et par... Et tous les pays développés aujourd'hui, on a envie d'aller chez eux parce qu'ils vivent mieux que nous, ils sont mieux. Les gens, ils ont souffert. C'est le fruit de la sueur qu'ils ont versé, qu'ils sont en train de récolter aujourd'hui. Autre chose, monsieur le... Donc, tout le monde doit, en fait, disons, se convaincre que par le travail, qu'on peut mieux vivre, et c'est par le travail qu'on est un homme libre, et c'est par le travail qu'on est un homme rentable pour la société. Autre chose, Monsieur le Président, les jeunes et les femmes font partie de vos préoccupations. À ce jour, qu'est-ce qui a été fait en leur faveur? Les jeunes et les femmes. Je pense que
les jeunes et les femmes doit être la préoccupation de tout responsable, en fait, disons, de tout le groupe social. Parce que ça, ce sont les couches, d'une part, en fait, disons, qui sont des bras valides qui produisent, et qui sont aussi des couches très vulnérables, en fait, qui produisent, mais qui sont très vulnérables. Et qui sont, entre autres, assurent aussi, c'est l'avenir, en fait, disons, du pays. Il y a des investissements importants à faire dans plusieurs secteurs. D'abord, s'assurer que la jeunesse de demain ne soit pas la jeunesse d'hier. Il faut une nouvelle jeunesse tchadienne. Par la formation, certes. Par l'acquisition de connaissances, certes. Des compétences nouvelles, certes. Mais surtout, par l'amour du travail bien fait. Ça, c'est vrai. Comme je disais, que c'est des couches qui sont sensibles aussi, qui sont comme des femmes fragiles. Nous avons connu la guerre, nous savons tous que les hommes étaient chargés à faire d'autres choses. S'ils n'ont pas laissé les enfants et ont laissé fuir ailleurs, dans ces pays-là, nous avons cette grande expérience. Ce sont les femmes, pendant toute cette période que le pays a connu, les difficultés que le pays a connues. Ce sont les femmes tchadiennes qui se sont battues seules et qui ont nourri, en fait, disons, et qui ont maintenu ce qui peut être, en fait, ce qui pouvait, je dirais, pouvait disparaître, puisque les hommes avaient démissionné ensemble. Dans les foyers, dans nos traditions, nous le connaissons, nous le savons que les femmes font plus que les hommes, produisent plus que les hommes, travaillent plus que les hommes. Donc, ça, ce sont des raisons évidentes qui nous amènent à dire qu'il faut appuyer, n'est-ce pas, l'action des femmes qui sont organisées en groupe et qui font déjà de bonnes choses par l'attribution du crédit, n'est-ce pas, par la formation, par l'encadrement et évidemment, bien sûr, par la prise en charge de certaines de leurs activités en les améliorant, en leur créant des conditions qui permettent d'améliorer leur production. Il faut aussi que nous commencions aujourd'hui à la jeune fille tchadienne, parce que nous avions eu une autre idée. Et que dans certains pays, les gens disent que la femme est plus productive que l'homme. Il va de soi que chacun produit, l'homme produit, la femme produit. Les deux sont utiles pour la société, ce sont les deux qui réunis font la société humaine. Le moment est venu que pour que l'égalité s'instaure entre les hommes et les femmes. Le moment est venu pour que nos filles, n'est-ce pas, laissent les travaux domestiques et partent à l'école. Si nous voulons assurer l'avenir de ce pays, et que ce soit vraiment la conviction de tout un chacun, c'est même, je dirais, une obligation pour chaque famille d'envoyer, si nous voulons assurer l'avenir de ce pays, d'envoyer les filles à l'école. Leur place n'est pas à côté de la marmite ou du foyer, mais c'est à l'école. Je rappelle que nous avons en face de nous le chef de l'État pour la grande interview du 11 août. Nous avons donc entamé la deuxième demi-heure de cet entretien. Laure, une question sur les sociales. Monsieur le Président, vous avez dit que les
jeunes et les femmes constituent la couche la plus vulnérable de notre société. Au sujet des jeunes, vous avez dégagé 44 milliards pour investir en leur faveur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup attendent, par exemple, pour s'investir dans l'entrepreneuriat. En même temps, lorsque nous essayons de discuter avec ces jeunes, on se rend compte que très peu ont des projets viables pour prendre cet argent et puis l'investir afin de s'assurer un avenir meilleur. Alors la question se pose, est-ce que ce n'est pas mieux que cet argent revienne dans l'éducation pour leur permettre, par exemple, de concevoir une réforme d'une éducation beaucoup plus adaptée pour leur permettre de s'assurer un avenir meilleur et de donner à certains qui ne peuvent pas vraiment rationnellement utiliser cet argent-là. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est au sujet des femmes. Vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont beaucoup plus productives que les hommes dans certaines sociétés. Mais aujourd'hui, dans votre discours programme, vous avez dit que la femme est pratiquement le trésor de la Renaissance. Et aujourd'hui, qu'en est-il du projet de code de personnes et la famille? Et aussi qu'il était annoncé que 30% du quota sera réservé aux femmes dans les enseignes d'institutions. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Bien, concernant la première question, je dirais tout simplement qu'on peut faire le deux. On peut faire le deux. Vous savez, nous avons hérité un pays sans beaucoup d'une organisation profonde. Je dis bien d'une organisation profonde. S'agissant de l'utilisation des ressources du pays, il faut d'abord mettre tous les mécanismes qui permettent d'utiliser en fait disons, ces ressources-là. Et à bon escient. L'exemple des microcrédits, nous avons créé un ministère des microcrédits très édifiant pour tout un chacun. Nous avons créé un département qui est chargé de la formation professionnelle. Chargé de la formation professionnelle. Tous les jeunes ne peuvent pas atteindre le sommet et avoir des diplômes pour travailler. Tous les diplômés ne peuvent pas être recrutés par la fonction publique. Il y a un trop-plein. Quels sont les secteurs où on peut créer encore de l'emploi? Vous avez de l'argent, mais il faut réfléchir pour que ce que vous avez, ces ressources-là, vous apporte plus. Il ne faut pas dire que j'ai de l'argent, je vais mettre, je vais distribuer. Ça aurait été très facile de le faire. Les 44 milliards, c'est-à-dire que 2 milliards en fait, par région administrative, qui étaient programmés au budget 2012, n'ont pas été touchés jusqu'aujourd'hui. Un seul sou n'a pas été touché jusqu'aujourd'hui. Il faut mettre les mécanismes qui permettent la gestion de ces ressources-là. Et nous nous sommes rendus compte, comme vous l'avez dit, que la question des formations est prioritaire, est devenue prioritaire. Surtout formation professionnelle. Ou bien même petits métiers, l'agriculture, l'élevage, maçonnerie et autres, tout ça. Ah donc, la réflexion qui est en train de faire par le gouvernement et qui a été lancée, c'est de créer dans les 22 régions 22 écoles de formation professionnelle de tout petits métiers, l'ensemble des petits métiers. Avec cet argent, investir cet argent pour créer ces écoles. À partir de ce moment, vous formez des gens, n'est-ce pas, qui vont sortir et spécialisés dans tel ou dans tel domaine. Leur donner l'outil nécessaire pour commencer, n'est-ce pas, le travail, c'est ce qu'ils ont appris là, à aller faire sur le terrain. Si c'est l'agriculture, si c'est l'élevage, c'est la maçonnerie, plomberie,
d'électricité ou électricien. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que nous avions donc, puisque la création de ces écoles est loin, inférieure en fait, disons, à cette enveloppe. Qu'est-ce qu'on va faire de ressources? Nous avons créé une banque aujourd'hui agricole. Et il est créé aussi, sur papier, déjà depuis 4 ans, une banque de développement rural. En attendant de créer les institutions pour la formation, pour la gestion, cet argent va être versé dans cette banque-là, qui va être une banque de crédit et de développement agricole, du monde réel. De crédit. Nous n'avons aucune banque de crédit au Tchad. Toutes les banques sont des banques commerciales. Ça sera, dans l'histoire du Tchad, la première banque de crédit, réellement banque de crédit pour le monde rural, donc, qui va appuyer les actions du gouvernement dans le monde rural. Cette banque-là va démarrer avec un capital assez important, puisque l'argent existe. Donc, avant la fin de 2013, la banque va être fonctionnelle. Et j'espère que le gouvernement, qui en sait déjà quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire, avant la fin de 2013, que les équipements, les études aient déjà fait, que les régions soient équipées, n'est-ce pas, des écoles pour la formation des jeunes qui seront prêts à l'emploi. Et en même temps, il faut encourager. Je pense que pour de ces CDG qui sont diplômés aujourd'hui, je pense qu'il faut une refonte de notre système d'éducation. On forme des jeunes dans le temps, sans leur donner des orientations et sans leur assurer que c'est ce qu'ils apprendront demain, ça va être utile pour leur vie. L'école est faite quoi? Pour apprendre. Et pour apprendre, et faire quelque chose. Apprendre et être utile. Apprendre et produire. Apprendre et servir. Et sinon, ça sera quoi? Donc, il y a des réformes profondes à faire au niveau de notre système éducatif. Les gens ne sont pas orientés à tous les niveaux. Dans des pays où il y a des réformes profondes qui ont eu lieu, même en Afrique, pas beaucoup, mais il y en a quand même eu des pays qui ont réussi. Il n'y a pas des enfants qui choisissent par eux-mêmes, en fait, disons, une voie. Non. Le pays a ses besoins, n'est-ce pas? Donc le gouvernement connaît parfaitement bien quels sont ses besoins dans tous les secteurs identifiés, nationaux du pays, et quels sont les métiers où on peut avoir accès rapidement sur le marché. Donc c'est par rapport à ces données-là qu'il faut une réforme de notre système. Je pense que le gouvernement prendra le tour par le tour. Nous l'avons fait déjà il y a une dizaine d'années, ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore en profondeur pour réformer notre système et faire en sorte que l'éducation soit simplement, pas seulement de formation, mais l'éducation d'orientation par rapport aux besoins et par rapport aux besoins du marché et par rapport aux besoins du pays aussi. Là, c'est un enseignement utile, de connaissances utiles. Autrement dit, la guerre, même peut-être que certains d'entre vous ont assisté, vous savez parfaitement bien, avant la guerre, là, dans les années 70, déjà au niveau du secondaire, n'est-ce pas, les corps enseignants, les responsables, orientés, n'est-ce pas, avant même le terminal, 2 ans avant le terminal, en seconde, on orientait les élèves vers des secteurs qui peuvent réussir par rapport à ça. Aujourd'hui, ce système n'existe plus. Ce système n'existe plus. On oriente les élèves à
partir de secondes, par rapport aux besoins du pays. Quels sont les secteurs où on a besoin, n'est-ce pas, des hommes de compétences. Il faut orienter ça. Donc, il faut qu'on revienne, n'est-ce pas, à ces nouvelles pratiques, des anciennes pratiques, pour valoriser le travail de nos enfants et pour en tirer le plus grand profit. Demain, ça sera trop tard, si nous ne le faisons pas aujourd'hui. La deuxième question, là aussi, il faut s'assumer. Nous avons une histoire, nous avons un pays avec ses réalités, avec son histoire aussi. Certes, c'est un pays aussi multiculturel. C'est un pays aussi où le poids de la tradition continue à peser jusqu'à aujourd'hui. Et ça continuera encore à peser. Il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener et nous mènerons le combat. Ça aurait tous autres sujets. Le code de la famille aurait eu jour déjà en 1994 ou 15. Aujourd'hui, ce code-là est là. Entièrement terminé. Mais face à un blocage, je dis bien à des blocages culturels ou religieux, où les Tchadiens n'arrivent pas à s'entendre sur des questions essentielles, dont la différence de culture ou de religion, font qu'il y a un arbitrage à faire. Et il faut chercher des conciliations. Il faut continuer à négocier, à faire en sorte que les uns et les autres admettent ce processus-là. C'est un processus qui va être long. C'est comme on a des tas comment on appelle, des traditions qui sont aujourd'hui faites au fin fond du village, ou même ici, comme je ne sais pas, du genre, en fait, disons, dans certaines régions, empêcher sa fille d'aller à l'école française, n'est-ce pas? Donc c'est une, je dirais pour certaines, dans certaines régions, c'est quelque chose d'inacceptable. Dans d'autres régions, dans beaucoup de nos régions, il y a des choses qui ne correspondent ni à la religion chrétienne, ni à la religion musulmane, non plus. Mais qui sont pratiquées par culture dans les différentes communautés que les gens n'arrivent pas à se débarrasser. Donc c'est un pays fragile, il ne faut pas forcer cela. Pas forcer cela. Il faut aller doucement, faire en sorte qu'il faut convaincre. Et ce qui mène cette baraque aujourd'hui, qui nous complique, je vous assure qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les religieux, les hommes religieux, tels que nous le disons, ce ne sont pas non plus les communautés dans les villages et autres, mais ce sont les intellectuels. Il faut voir aujourd'hui, quand vous créez des intellectuels, je ne sais pas, chrétiens, des intellectuels musulmans, et chacun, d'un côté, défend une cause, au lieu de s'y mettre et puis servir l'État-nation, de servir le peuple. On a été formé pour ça, on n'est pas formé pour servir une religion. La religion, c'est l'affaire des autres. Union des cadres du musulman, union des cadres chrétiens, unir pourquoi? Union tchadienne, ok. Nous sommes unis, nous devrons nous unir davantage et laisser ces histoires-là. Laisser ces histoires-là. Vous pouvez aujourd'hui condamner une région, par exemple une famille, pour amputation de la jeune fille, ou des mariages précoces. Mais vous serez combattu. Il faut passer par des voies tordues
pour faire accepter que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais la tradition n'empêche pas. Et il est très difficile de mettre tout le monde, en fait, disons, à la fois, n'est-ce pas, sur la même voie. Et nous avons des lois qui ne s'adaptent pas, il faut dire aussi, qui ne s'adaptent pas à nos réalités. Toutes nos lois, c'est des lois, en fait, disons, napoléoniennes. Tout simplement, on a copié, on a changé un virgule ou bien un point. On n'a pas tenu compte, en fabriquant cette loi, même sociale, on n'a pas tenu compte de nos réalités, en réalité, de notre culture. Nous ne devrons pas abandonner toute notre culture sous prétexte de dire qu'il faut une nouvelle société qui se passe ailleurs en Europe, et ceci, et ceci, cela. Donc nous devrions changer, nous aussi, non. Même pas à la même vitesse. Donc il y a un travail de profondeur à faire. Un travail de profondeur à faire. Et chacun soit convaincu que c'est ce que nous faisons. C'est bien pour nous. Ce n'est pas contre la religion, les religions, ou contre de bonnes mœurs. Et que les jeunes, je dis bien les intellectuels, soient convaincus que la manière dont, je dis bien, assez, je dirais, insinué, je dis bien, s'arranger derrière la religion et avoir un combat de gars, c'est ça qui a divisé le Tchad. Il faut abandonner ça. Si on avait, j'avais l'affaire simplement avec le religieux, avec les prêtres, les imams et autres, nous aurions déjà réglé ces problèmes-là depuis longtemps. Voilà la difficulté. Mais nous allons réussir. Nous n'avons pas d'autre choix. Pas de la manière dont ils ont monté le dossier. Nous allons adapter ce dossier-là à nos réalités, tout en tenant compte de nos réalités. Et il y aura aussi un jour la réforme, la réforme des lois du pays aussi. Il y a des lois qui ne s'adaptent pas chez nous. Regardez très bien. Nous avons une justice, nous avons des lois. La justice, c'est un élément essentiel pour la paix sociale. Mais quand la justice devient un élément, en fait, disons, de déstabilisation, parce que les textes, en fait, disons, qui sont lus au niveau de notre justice ne s'adaptent pas aux us et coutumes déjà. On veut les obliger à faire donc comme les textes le disent. Mais il faut être cohérent avec soi-même. Il faut mettre les choses devant soi, sur le tapis, et entre Tchadiens, on s'assoit, on regarde. Qu'est-ce qui va avec notre société, notre culture et notre nation? Qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bien? Au lieu de copier. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons copié. Il faut qu'on arrête. Il faut que nous cherchions, nous aussi, notre chemin. Nous avons nos intellectuels, nos cadres. Il faut que les gens travaillent, réfléchissent, comme les autres ont fait en son temps, en leur temps. Et connaître, nous aussi, notre voie s'adapte bien avec nos mœurs. J'avoue que je suis très bien là où, comment je suis. Musulman ou chrétien, moi, tchadien, ça me suffit. Ça me suffit. Ce que j'ai une terre, je peux dormir, n'est-ce pas? Je peux me promener, je peux tirer de cette terre-là pour manger, ça m'appartient. À côté, j'ai mon frère, la même chose, qui est mon voisin, sa terre aussi. C'est ça qui est important. Copier pour copier, nous l'avons trop fait et nous savons le résultat. Donc, la question du code de la famille, c'est une question globale qui concerne toute la société nationale. Toute la société.
nous ne pourrons pas avancer, n'est-ce pas, vers la modernité si nous n'abandonnons pas certains de nos justes coutumes. Il faut que les communautés acceptent. Il ne faut pas que les intellectuels se mettent derrière ces communautés et empêchent, en fait, disons, le progrès. Aller vers le... Il ne faut pas non plus que les religieux, sous quelque prétexte que ce soit, se contrarient et jusqu'à aller même pousser, en fait, disons, le troisième roue derrière, qui n'ont pas besoin, avec les deux roues, fonctionner normalement. Cette troisième roue est de plus. Donc, qu'ils abandonnent ces gens-là, qu'ils se mettent face à nous. Regardons, c'est ce qui est bien pour notre population, pour notre société. 10 ans, 12 ans, c'est trop. Sinon plus. Depuis que nous avons apprêté, depuis que nous avons examiné ce document-là au Conseil de cabinet. On ne peut pas faire un code de famille à 2 vitesses, ou bien à plusieurs vitesses, adapté à plusieurs communautés ou plusieurs religions. C'est impossible de le faire, on ne peut pas le faire. Si les gens ne vous disent pas la vérité, voilà, le blocage, c'est là, ici. Contre toute attente, le gouvernement a annulé le baccalauréat de quelques 6000 élèves en invoquant un décret dont on n'a jamais parlé. Pourquoi l'avoir exhumé aujourd'hui? De mémoire je pense que du Tchadien, le bac, je pense que ça a été toujours un des passages, en fait, disons, assez important pour quelqu'un qui veut faire des études. Essentiel, je dis bien. Bac, essentiel. Depuis la nuit du temps, pas seulement le bac, même dans les autres matières, dans l'enseignement supérieur, il y a des règles, en fait, disons, pour obtenir tel diplôme ou tel. Donc ces règles-là, ce sont des règles écrites, des règles qui sont écrites, connues de tous. De la même manière, acceptées par tout le monde aussi. En réalité, pour avoir un diplôme, il faut avoir une moyenne. La moyenne a été fixée depuis la nuit du temps. Il y a eu des dérapages dans les années 80, début des années 90. Parce que le temps qu'on a perdu de 75 à 94 pour obtenir, en fait, disons, un gain de cause, on avait dit, il vaut mieux peut-être par dérogation, il peut y avoir un élève qui mérite, mais qui n'a pas eu son bac pour plusieurs raisons, sans moyen pour plusieurs raisons. Donc il faut repêcher, on a besoin de cadres. Le pays n'avait rien, on n'avait rien du tout. On avait besoin de cadres. Donc on est allé repêcher jusqu'à 7 de moyens. Je dis bien 7 de moyens. Et nous avons vu le résultat. Des jeunes qui ont eu 7 de moyens, le bac à 7 de moyens, 8 de moyens, 9 de moyens, qu'on a envoyés en formation, sont tous revenus sans diplôme, et certains n'ont même pas fait 1 an. Ils sont revenus. Ça veut dire que ça, c'est une mauvaise manière de faire. J'ai décidé moi-même de prendre un décret au Conseil des ministres pour arrêter la règle du jeu. En 2010, le bac s'obtient avec 10 de moyens.
pas 9,99, mais 10 de moyenne. Le bac de l'année dernière, ceux qui ont eu le bac, avec 10 de moyenne seulement, 10, pas 9,99. Si aujourd'hui, après avoir pris ce décret, après appliquer la démarche actuelle, que nous repêchons les gens jusqu'à 7 pour simplement augmenter le nombre ou bien le pourcentage de réussite, mettre à l'actif de tel ou tel ministre ou tel groupe, nous n'aurons pas fait du bien. Moi, j'ai reçu le résultat un jour avant la proclamation. La fiche qu'ils m'ont envoyée, ce sont 2 fiches où il y avait, c'est envoyé par le ministre de l'Enseignement supérieur, signé par lui-même, où il y avait 2 simulations. Conformément au décret 10 des moyens, on aura 6 000 bacheliers. 9 des moyens, on aura 12 000 bacheliers. 8 des moyens, on aura 19 000 bacheliers. J'ai dit c'est catastrophique. 10 des moyens, on aura 6. Mais il faut appliquer. Il faut appliquer, quitte à faire une session spéciale pour donner une chance à ceux qui peuvent se rattraper à avoir peut-être en octobre, une session en octobre de rattrapage. Parce que c'est catastrophique. Et là, il faut revoir pourquoi ce taux d'échec. Est-ce que le tort seulement revient aux enfants? Est-ce qu'il n'y a pas de questions à se poser sur tout notre système d'éducation aujourd'hui? Donc, il ne faut pas cacher. S'il y a un problème, il faut sortir ce problème-là en plein jour, devant tout le monde, et trouver des solutions. Le saupoudrage ne résout pas le problème. Ce n'est pas une solution. Donc, vous allez donner cette année ceux qui ont eu 8 de moyenne le bac. L'année dernière, ceux qui ont eu 9 de moyenne n'ont pas eu le bac. Vous n'avez pas créé un problème? Il y a quelqu'un, un enfant qui a eu 8 de moyenne, vous lui donnez un bac, ça lui sert à quoi? Il va aller revenir, il va échouer. Il ne pourra pas poursuivre les études supérieures, ni une formation professionnelle adaptée à son bac. Regardez les gens à qui nous avions donné, comment on appelle, attribué le bac dans les années 94, 15, 16, 17, 18. Regardez ça. Ces enfants-là, certains ont été formés ici, à l'intérieur du pays, d'autres sont formés à l'étranger. Ils sont aujourd'hui, ils travaillent dans la fonction publique. Allez-y voir quel travail. Ce sont nos enfants. Ce sont nos petits frères. Parlez avec eux. Dites-leur d'écrire. Dites-leur de s'exprimer. Ou de faire un travail professionnel ou écrit à la maison. Mais c'est du gâchis, quoi. Donc, moi, je ne suis pas du côté de ceux qui veulent cacher la vérité, pour des raisons que j'ignore, sans chercher à améliorer, n'est-ce pas, un grand problème. Je dis bien sans chercher à résoudre une très grande question nationale qui se pose aujourd'hui, de responsabilité politique. Si sur 60 000 élèves, vous n'arrivez qu'à avoir 6 000 seulement bacheliers réellement qui ont 10 de moyens, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi vous voulez cacher en leur donnant, au lieu de, comment on appelle, 12% ou moins de 12%, leur ramener à 27%? Monsieur le Président,
Donc, le ministre, j'ai pris la précaution d'appeler le ministre moi-même au téléphone. Monsieur le ministre, j'ai eu votre fiche. Vous appliquez la règle la loi et le décret en question. Je ne connais pas le numéro de ce décret. Le décret est relatif, en fait, disons, à l'obtention du bac avec à une moyenne supérieure à la 10. Et à l'obtention du bac, qui spécifie bien, dit, le bac s'obtient avec une moyenne de 10. C'est ça qu'il faut appliquer. À 23 heures, la nuit à 23 heures. Le lendemain, ils m'ont appelé, on m'a dit, le ministre a publié le bac. Combien? On me dit, il y a 27% d'admis. Non, je regarde le pays. Est-ce que j'ai mal lu? Je regarde, j'ai dit non. Il y a 6 000. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai interrogé le ministre, pourquoi il a fait. Il a dit, c'est pas la faute des enfants, c'est notre faute, nous, corps enseignants et de politique. Donc, j'ai donné le bac. Avec, justement, c'est peut-être ça qui... C'est pour ça que je pense que j'avais dit non seulement au Premier ministre de clarifier cette situation pour qu'il n'y ait pas de points d'interrogation et d'autres. Il faut informer l'opinion nationale sur ce qui s'est passé réellement. Djida Tembonga, un professeur, un cadre, un homme politique, un chef de parti politique. Ok, d'accord. La question du bac, ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question politique pour se faire. Ce n'est pas possible. Donc c'est justement ça qui a coûté... Donc, et encore que nous avions pris maintenant la décision de dire, ok, il s'est passé quelque chose. Il se passe quelque chose dans ce pays. Le mal est là. Il faut décortiquer ce mal et lui trouver le remède le plus efficace et le plus rapidement possible, d'un côté. De l'autre côté, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher ce mal. Il faut rendre public. De trois, il faut organiser, si on peut appeler un bac de sauvetage. En fait. Parce qu'en réalité, vous avez aujourd'hui 70 000, moins 79 000, il y a 6 000 qui ont eu, donc 61 000 qui n'ont pas eu, qui vont être en terminale, 30 000 vont venir. Terminale en 2000, la rentrée va être en fait, disons, autour de 90, 80-90 000 élèves. Est-ce qu'on a de la place pour tout le monde avec le redoublant? C'est un problème, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on va dire qu'on va détailler, donner, on va se débarrasser de certains. Il faut leur donner le bac gratuit, il faut leur dire non. Il faut apprendre aux gens à travailler. Il faut apprendre aux gens à apprendre à travailler et à avoir le résultat réel de leur travail. C'est ça qu'il faut. Et là, je ne partage pas du tout le point de vue du politique, en fait, disons, qui dit, puisque c'est fait, pourquoi ne pas laisser? Non, puisque c'est fait, c'est mal fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser. Il ne faut pas admettre quelque chose qui est mal fait, sous quelque prétexte que ça soit. Et si c'est une responsabilité, il faut l'assumer. Et moi, je l'assume. Autre sujet lié à l'actualité, Monsieur le Président, on ne peut pas ne pas parler de Cobra, puisque c'est de l'actualité. Oui. Cette opération, en même temps qu'elle est saluée, inspire le scepticisme quant à son exécution dans la justice et sa continuité. Quelle assurance pouvez-vous donner à ce niveau? Moi, je suis satisfait des résultats de l'opération Cobra. Cobra a fait rentrer en moins de 2 mois, je pense que plus de 17
16 milliards de francs CFA dans le trésor. Soit des gens détournés et n'ont pas voulu se faire dévoiler, ils ont payé, soit des gens qui ont d'une manière ou d'une autre sorti l'argent. En tout cas, il y a eu au moins, après cette opération, autour de un peu moins de 17 milliards qui sont recouvrés, et il y a 15 milliards donc qui sont poursuivis. Pour 15 milliards, les gens sont poursuivis pour. Nous avons initié, il y a quelques années, la création du ministère de la moralisation. Un travail a été fait pendant des années de moralisation. De moralisation, c'est-à-dire de sensibilisation, de moralisation de la vie publique. Après 5 ans, on a dit maintenant, la moralisation a pris suffisamment du temps. On passe maintenant à l'assainissement, puisque ça continue. Monsieur, vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser les œufs. Qui veut protéger les voleurs? Qui? A-t-on intérêt? Pour quelque raison que ce soit. Même si ce sont des parents. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé du ciel. Tout le monde est parent à quelqu'un d'autre. Et personne n'aime l'autre souffrir aussi, non plus. Ou son parent souffrir non plus, non. Son frère souffrir non plus. Mais chacun, dans la loi, paye en fait, disons, ses frais propres. Ses erreurs. Il l'assume. Donc, la poursuite maintenant, ce n'est pas la moralisation, maintenant c'est l'assainissement réellement dans les faits. Dans les faits. Nous avons construit suffisamment de prisons, n'est-ce pas? Et dans la réforme de la justice, nous avons mis suffisamment de moyens, n'est-ce pas, pour renforcer notre système judiciaire. L'État a débroussé 15 milliards de francs CFA entre la construction, en 5 ans, entre la construction de prisons, des palais de justice, la formation, des équipements, en plus du rapport, en fait, disons, de l'apport de l'Union européenne, qui se situe autour de 20 milliards, je crois. Donc je pense que quand nous nous sommes rendus compte que nous avons un problème de justice pour réagir, on a pris les choses et nous avons organisé les états généraux de la justice. Les résultats sont là aujourd'hui, le travail, ça s'est fait. Et je pense que de mieux en mieux, on apprécie aujourd'hui l'action de la justice. Et de mieux en mieux, on apprécie le comportement des hommes qui sont chargés et aussi à faire respecter la loi, les lois du pays. Et donc, il y a des résultats. L'assainissement va continuer. C'est ma responsabilité de nettoyer les brebis galeuses, en fait, disons, de la maison, et je continuerai à le faire. Monsieur le Président, le Front social grogne. En l'espace de 2 semaines, l'US a appelé 2 fois à la grève. Pourtant, gouvernement et syndicats semblaient d'accord en signant le protocole d'accord en novembre 2011. Est-ce un problème de lecture? Moi, je suis très franchement contrarié. Parce que, d'abord, pour plusieurs raisons. L'UST, chaque année, à l'approche de la, qu'on appelle, de la confection budgétaire, semble forcer la main, le gouvernement part de grève pour avoir une augmentation de ça. C'est devenu une habitude. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait. Deuxièmement,
si peut-être mes frères de l'UST ne seront pas contents, je ne suis pas sûr que le rôle qu'ils jouent, c'est le rôle, en fait, disons, de la protection du travailleur, du bien-être du travailleur. Une centrale syndicale, c'est une organisation sociale, c'est une organisation, c'est un partenaire direct des pouvoirs publics qui apporte sa contribution dans l'édifice, n'est-ce pas, à construire. Et sans mettre une dose, en fait, disons, ou un grain de la politique, en fait. Et honnêtement, je dis bien honnêtement, ça c'est le cas d'une manière globale, je dis bien, pas du comportement de l'UST. Vous vous rappellerez les événements que le Tchad a connus en 2007, je crois, à Kouno. À Kouno, nous avons découvert, en fait, disons, un danger public brutalement injurieux. Et ce danger public qui avait donc déjà préparé, en fait, disons, son coup pour mettre le feu dans le pays, était l'œuvre de responsables même de l'UST, Djibril Nassali. Vous le connaissez tous. L'histoire de Kouno reste encore un mystère, parce qu'on ne sait pas. Nous ne pouvons pas juger le gars actuel, le Messie actuel, le Messie en question, parce que nous attendons son complice, Djibril Nassali. Nous avons retrouvé sur le lieu, là où on a égorgé des gendarmes, où on a égorgé, comme on appelle, des voisins à côté qui ne sont pas musulmans, on a trouvé le dossier de l'UST, et en particulier, comment on appelle, le registre des contributions financières de l'UST, le registre. Et la nuit même de cette action, j'étais en Égypte, au sommet de l'Union africaine. Le Premier ministre m'a appelé, il m'a dit, il se passe à Kouno ceci. J'ai dit, vous n'avez pas d'autre solution, l'armée doit aller mater. Et quand nous avons retrouvé l'autre, la meilleure des solutions, c'est de regagner le mercenariat là-bas. Il a fui. Et ce type-là, il a été un gestionnaire de l'UST, de cette centrale. Ne nous étonnons pas du tout que partout, en fait, disons, dans des organisations, dans des histoires, on peut déceler des choses comme ça. Il peut y avoir des choses comme ça, mais difficilement décelables, en fait, disons. La question de la grève, cette question s'est posée en 2011. Moi, j'étais à Moussoro, dans le cadre de la mission de réforme de l'armée. Gouvernement et syndicats, ça c'était les 3 centrales. Ils ne se sont pas entendus sur la question. Et comme toujours, je le fais, j'étais obligé de venir de Moussoro ici pour intervenir sur la question. J'ai réuni ici à la présidence les membres du gouvernement et les 3 responsables de ça. Donc, parmi
les questions qui étaient posées, en fait, disons, devant nous, j'ai dit, voilà, mes frères, c'est ce qui est faisable, voilà, c'est ce qui est impossible de faire. La seule chose que nous pourrons faire, c'est de prendre en compte, puisque une des, en fait, disons, comment on appelle, des propositions, contre-propositions, je dis, faites par le gouvernement, nous amène donc à un coût de 12 milliards. Moi, je prends ça pour 12 milliards, accepté. Cette année, vous aurez 2012, 20%, 2013, 40%, et 2014, 40%, ce qui veut 100%. Ok, on a signé, en bonne et due forme, n'est-ce pas, le texte. C'est sorti de la présidence d'ici. L'arbitrage, c'est moi qui ai fait. Alors, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est sur ça ou bien c'est autre chose? On me dit que c'est sur ça. Mais ça, c'est une question qu'on a réglée. De la même manière, différemment, nous avons signé un contrat avec le syndicat du corps de santé pour 5 ans, avec le corps enseignant pour 5 ans. Et aujourd'hui, on revient par une autre porte pour dire que non, ce n'est pas une mauvaise interprétation. Mais quelle mauvaise interprétation? Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des non-dits à l'intérieur de ce qui est en train de se faire. Et je crois qu'il faut bien comprendre. Au-delà, en fait, disons, des questions d'incompréhension que nous avons, moi, je ne peux pas accepter que la totalité des ressources hors pétrole, plus une partie des ressources de pétrole, partent essentiellement pour les 80 000, comment on appelle, fonctionnaires. 12 millions de Tchadiens. Des enfants, des femmes, affaires, l'école, la santé, les infrastructures, les constructions. Avec quoi on va faire? C'est des pays qui vont tarir un jour. Le jour où ces pays-là vont tarir, mais avec quoi vous allez payer le salaire aujourd'hui? 400 milliards par an. Avec quoi vous allez payer? Alors que nos ressources hors pétrole ne font pas 400 milliards. 380, 360, 370 milliards. C'est des chiffres que vous pouvez vérifier demain au niveau du Trésor. Donc, on prend l'ensemble de nos ressources, n'est-ce pas? Douane, domaines, machin, contribuables, tout, avec un peu de ressources du pétrole pour payer les salaires. Et on a crevé les plafonds. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est impossible. Impossible. À moins qu'il y ait des miracles, que vous ayez d'autres pays, que nous ayons la chance de mettre en valeur d'autres ressources minières qui nous apportent plus sûres. Auquel cas, oui. Auquel cas, oui. On peut examiner ensemble. Mais dans la situation actuelle, comptez, vous avez une production de 100 000 barils par jour. Vous n'avez que 12%. Ça veut dire, en prenant par bateau, maintenant c'est nous, comment on appelle, c'est nous qui vendons notre... qui vendons notre pétrole nous-mêmes sur le terrain. Par an, ça fait 6 bateaux de 900 000 barils. C'est très simple de compter. Ça fait combien? Ça vous avez combien? 6 barils de 900. Donc c'est moins de 500 millions de dollars. Dernière question, Monsieur le Président, pour... Moins de 500 millions de dollars. Attends, moins de 500 millions de dollars. Donc, on va arrêter l'ensemble des travaux sur tout le plan des investissements, y compris dans les secteurs prioritaires. On va arrêter, n'est-ce pas, pas seulement secteur prioritaire, mais
Je dis bien la santé, l'éducation, les routes, tout ce que nous prenons en charge aujourd'hui, on va arrêter puisqu'il n'y aura pas de affaires. Si c'est ça que les Tchadiens veulent, moi je suis prêt à organiser un référendum. Un référendum national. Si c'est ça que les Tchadiens veulent. Auquel cas, on va consacrer l'ensemble des ressources, n'est-ce pas, au salaire, on va manger, on reste comme certains pays en fait dans son temps, et ils regrettent aujourd'hui. On va faire cela. Autrement dit, il faut que les gens raisonnent, qu'ils viennent discuter, et qu'ils sont des Tchadiens, qui savent nos limites, nos ressources sont connues, nous ne cachons absolument rien d'autre, rien du tout à qui que ce soit. Nous faisons les choses dans la transparence. Il faut qu'ils acceptent. C'est ce qu'ils annoncent maintenant. L'augmentation au niveau de santé, des salaires, il y a eu quand même l'éducation nationale, sur la base de ce qui était à l'époque. Réellement, il y a eu plus de 70% et 80% pour l'un et l'autre. Il n'y a pas un seul corps enseignant qui gagne aujourd'hui moins de 200 000 francs CFA. Ça n'existe pas. La santé, l'éducation, c'est pareil. Monsieur le Président, en 2010, à Ati, vous avez proclamé la renaissance du Tchad. Oui. 2 ans après, est-ce que vous pensez que les Tchadiens se sont inscrits dans cette logique? Les Tchadiens doivent s'inscrire. Vous n'avez pas d'autre solution. Les Tchadiens n'ont pas d'autre solution. Les Tchadiens doivent s'inscrire. La renaissance, en fait, c'est quoi? Je pense qu'il n'est pas ici avec votre collègue Abdullah Ngarkounaï. Moi, j'ai lu son livre, je viens de terminer hier nuit, je pense. Lisez ce livre-là, vous allez trouver la recette. En gros, en fait, c'est une rupture avec le passé. Prenons avec la paix, la fraternité, l'unité nationale. Vous ne pouvez pas construire ce pays-là, n'est-ce pas, sans une rupture avec, n'est-ce pas, une rupture totale, je dis bien totale, à tout point de vue, n'est-ce pas, totale, je dis, avec ce qui était ce pays-là, une rupture totale, sur tout point de vue. Donc, il faut un Tchad nouveau, un homme nouveau. Merci, Monsieur le Président. Merci. Autrement dit, je conseillerais à mes frères de l'UST, en tant que partenaire, d'être honnête et juste, ne pas jouer au cache-cache, ne pas mélanger la politique et le social, et ne pas embarquer les gens, en fait, disant, prétexte de salaire, embarquer les gens, en fait, disant, dans une direction qui n'est pas bonne pour le pays. Donc, c'est bien. Nous nous sommes convenus, ils ont signé avec le gouvernement ensemble en 2011. Donc les engagements, qu'ils tiennent leurs engagements. Que le gouvernement tienne de ses engagements. C'est dans ce sens que je conseille. Rupture avec le passé, c'est aussi ça. La renaissance, c'est aussi ça aussi. C'est donc les mots de fin du Président de la République. Merci, Monsieur le Président, à vous. Merci à l'équipe technique. Merci à vous qui nous suivez. C'est la fin donc de cet entretien. Bonne suite de programme sur l'ONRTV.